Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais faire une vidéo sur une fac, hein, une foire aux questions, comme on dit, sur Internet, à partir des questions que vous m'avez posées, ou bien sur Facebook, ou bien sur YouTube. Et puis il y en a même une qui vient directement de mon site lemicrosoft.fr. Donc voilà, donc j'ai quelques questions. Le décor n'est pas tout à fait le même que d'habitude. En fait, d'habitude, je tourne face à ma bibliothèque que je vais vous montrer. Mais là, je me suis dit, ça serait pas mal de vous montrer l'endroit, le bureau où je travaille. Donc, vous voyez, c'est un bureau bon, classique. Avec quelques livres encore derrière, qui sont essentiellement, là, j'ai mis les dictionnaires de philosophie, comme ça, quand j'ai besoin de me référer à un dictionnaire, ils sont juste derrière moi. Aussi, alors ma voix sera peut-être un petit peu différente de d'habitude, puisqu'en fait j'ai un rhume, alors qui est en train de guérir, mais pas tout à fait. Et puis je n'utilise pas non plus le même micro que d'habitude, là j'utilise un micro sans fil, alors que d'habitude c'est un petit micro avec fil. Voilà, donc ne vous étonnez pas si la voix n'est pas tout à fait la même que d'habitude. Alors donc les questions, on va commencer, mais donc je les ai un petit peu réorganisées de façon à créer une sorte de suite logique euh, dans les questions. Et donc la première, bon, c'est une question un petit peu générale qui a été posée par Vivi Flowers. Donc ma question est de savoir qui vous êtes en quelques mots, votre parcours, votre croyance, et qu'est-ce qui vous a conduit sur YouTube. Alors, mon parcours, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai fait sur qui est le Microsoft. Mon parcours n'est pas du tout un parcours de philosophie, ou encore moins de professeur de philosophie, puisqu'en fait j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique. Donc, pas grand-chose à voir avec la philosophie. Sauf à l'époque où les philosophes étaient aussi des scientifiques, hein, jusqu'à peu près le 18e. La plupart des grands philosophes sont aussi des scientifiques. Leibniz, Pascal, Descartes. Hein, moi, à l'école, j'ai appris les lois de Descartes en optique. Euh, Puis même Kant, par exemple, s'il n'a pas été un scientifique, s'est beaucoup intéressé à la science, puisqu'il a écrit un livre, bon, dans sa jeunesse, mais enfin dans sa jeunesse, mais sur les lois de Newton et les systèmes, comment dire, cosmologiques, enfin, qui en découlaient, quoi. Donc Kant s'intéressait de près à la science de son époque. Mais bon, moi j'ai fait donc des études d'ingénieur. J'ai essayé à un moment donné de passer une licence de philo à distance à l'université de Nanterre, puisque je vis en région parisienne. Mais en fait, mon emploi du temps ne m'a pas permis de la mener à bien. Par contre, comme j'étais inscrit, j'ai eu tous les cours et donc j'ai suivi tous les cours à distance. J'ai lu tout ce qu'on me demandait de lire, etc. Mais en particulier, j'ai pas pu faire les TD parce que j'étais pas disponible. Je voyageais beaucoup à l'époque et donc j'étais pas disponible même le week-end. C'était pas possible. Euh, donc voilà. Et bon, alors j'ai commencé à m'intéresser à la philo vers l'âge de 45 ans. J'en ai 65 aujourd'hui, donc ça fait une bonne vingtaine d'années que je ne lis plus que de la philo, comme vous avez pu voir euh, sur ma bibliothèque. Enfin, vous n'avez pas pu voir que je ne lisais plus que ça, mais j'ai quand même beaucoup de livres de philo. Alors juste un petit détail là-dessus, parce que des fois on me dit, mais alors là, j'ai environ 700 livres de philosophie. On me dit, mais est-ce que tu les as tous lus? Alors non, je ne les ai pas tous lus, même loin de là. En revanche, quand j'ai besoin de m'y référer, eh ben, je les ai sous la main. Euh, donc je peux aller consulter, j'ai à peu près toutes les grandes œuvres de philosophie, à peu près, hein.
Il doit en manquer, bien sûr. Mais comme ça, quand j'ai besoin de vérifier quelque chose, eh ben, je peux aller voir dans le livre en question. Ma croyance, ben, j'en ai pas vraiment. J'ai été élevé dans la religion catholique, comme en plus, moi, je suis d'origine portugaise, donc la religion catholique, il y a une grande part, mais bon, assez rapidement, j'ai pris mes distances par rapport à ça. Maintenant, je suis athée. Euh, donc, si j'ai une croyance, c'est plutôt le matérialisme. Euh, je n'ai pas été. Je précise parce qu'en fait, très souvent, quand je regarde des vidéos de gens qui sont impliqués dans l'esprit critique, la zététique ou des choses comme ça, ils ont souvent, à un moment donné, été euh, sensibles à des théories un peu complotistes ou un peu alternatives. Enfin, vous voyez, des groupes comme ça, des croyances particulières, ce qui les rend un peu, souvent assez vindicatifs par rapport à ce genre de croyances. Moi, pas du tout. J'ai jamais été sensible à ça. Ça m'a toujours, euh, Ça m'a toujours fait rire quand j'étais ado. Je lisais les livres il y avait une collection J'ai lu, la couverture rouge, l'aventure mystérieuse, et ça me faisait rire. Les grands mystères, enfin les mystères de la Grande Pyramide, Mu, le continent oublié, ou tout ça, ça me faisait rire. Voilà, je les lisais parce que je trouvais ça amusant. En fait, je les prenais un peu comme des livres d'humour. Mais donc ça m'a donné une sorte d'indifférence par rapport à tout ça. Je ne me sens pas porteur d'une mission pour lutter contre ce genre de croyances, ni même contre les religions. D'ailleurs, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des religions, en particulier du christianisme. C'est quelque chose que je connais assez bien. Ça me rend assez tolérant par rapport à tout ça. Je suis pas du tout. Je suis athée, mais par exemple, je ne suis pas un athée militant. Pas du tout. Les religions ne me dérangent pas, tant qu'elles ne viennent pas me déranger, évidemment. Donc je suis plutôt laïque, mais sans être laïcard, comme on dit. Hein. Je ne suis pas pour, une laïcité anti-religieuse. Je suis pour une laïcité respectueuse de la religion. Ce qui parfois pose problème. Hein. Ce n'est pas toujours si simple que ça. Hein. Je ne suis pas en train de simplifier à l'extrême. Mais voilà. Donc pas de croyance particulière, même en politique. Je suis plutôt ce qu'on appelle un centriste mou, disent certains. Mais j'ai une grande méfiance envers toutes les formes de radicalité, clairement. Et la philosophie m'a beaucoup aidé là-dedans. Aidé, alors je sais pas si c'est aidé, parce qu'on peut dire c'est pas. Mais alors peut-être que mes choix philosophiques, enfin mon goût pour la modération m'a amené à lire certains auteurs qui étaient plutôt dans un sens modéré plutôt que radical, hein, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai maintenant, enfin avec la philosophie, je peux soutenir cette position modérée de façon philosophique. Euh, alors, qu'est-ce qui m'a conduit sur YouTube? Ben, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Euh, Comment dire? Donc, j'ai étudié la philosophie. J'ai beaucoup lu de philosophie. Ça m'a amené à fréquenter des cafés philo, ce qui m'a amené à devenir animateur de café philo. En particulier au phare, hein, le grand café philo qu'il y avait à Paris, place de la Bastille, euh, qui était vraiment le café philo où ont été créés les cafés philo. Et, euh, et puis donc naturellement, j'ai commencé à regarder sur YouTube, là j'ai vu des vidéos de vidéastes qui faisaient de la philo, j'ai trouvé ça intéressant, je sais pas, Monsieur Phi par exemple, le précepteur, enfin tous ceux qui sont les plus connus, hein. Et bon, je me suis dit, bah pourquoi pas, je me rendais compte que moi j'avais une approche un petit peu différente de ces gens-là. Donc. Et puis en fait, ce qui m'a vraiment incité, c'est le centenaire de Brassens, ce qui m'a fait franchir le pas. C'est le centenaire de Brassens où j'ai eu envie de faire une vidéo sur Brassens et la philosophie, que j'ai faite il y a 3 ans, ce qui donne lieu à cette fac en fait. Puisque donc cette fac, je la fais à l'occasion du 3e anniversaire de la chaîne, du 3 000e abonné, on n'est pas loin des 3 000 abonnés, peut-être même alors que je vous parle qu'on les a.
Et puis de la dernière vidéo d'ailleurs, qui a plutôt bien marché sur l'épistémologie, qui va sans doute devenir la première vidéo de tous les temps, enfin sur ma chaîne. Je suis loin des vues, du nombre de vues de même certains autres chaînes, hein, comme Le Précepteur ou Monsieur Phi dont je parlais, ou même Philoman, qui font beaucoup plus de vues que moi. Euh, mais donc voilà, c'était l'occasion donc de faire cette fac. Et donc c'est ça, c'est cette vidéo sur Brassens qui m'a vraiment fait franchir le pas. Puis après j'ai continué, bon, voilà. Alors une autre question d'ailleurs qui vient le 3 septembre, c'était l'année dernière. 3 septembre, c'est le jour de mon anniversaire, 2023. DIO69 qui me demande à quel public vous adressez-vous. Je n'ai pas du tout ce genre de réflexion. Je m'adresse à tout le monde. J'ai conscience que je ne suis pas un vulgarisateur tout public peut-être. Je fais des vidéos assez courtes, enfin assez courtes, qui font en général entre 20 et 30 minutes, je pense, ça dépend des vidéos. Et donc parfois c'est assez dense, mais c'est aussi ma façon de penser et de lire, etc. Je suis comme ça. Donc peut-être qu'il y a des gens qui me trouvent trop dur à suivre, ou peut-être que parfois c'est l'inverse. Enfin, vous voyez, j'ai bien conscience qu'en fait, chaque vidéaste, hein, chaque youtubeur en philo va trouver un public qui lui correspond, hein. Donc voilà, je suis comme je suis, j'ai ma façon de penser, ma façon d'expliquer, et donc je m'adresse aux gens à qui ça convient en fait, hein. Euh, Est-ce que vous vous assignez un rôle d'introducteur à la philosophie ou un peu plus, voire beaucoup plus? Très bonne question. Est-ce que j'ai une mission? Introducteur à la philosophie, oui, pourquoi pas. Encore une fois, je vous dis, c'est vrai que je m'adresse à tous les publics, donc en particulier peut-être à des publics qui ne connaissent pas la philosophie. En même temps, par rapport à ça, j'ai remarqué, c'est un peu vrai de tous les vidéastes, youtubeurs en philo, c'est que on ne suit pas forcément un ordre chronologique et logique. Alors, vous voyez, moi j'ai commencé par Brassens, après j'ai dû faire une vidéo sur la violence, enfin assez vite j'ai fait une vidéo sur Héraclite, enfin ça va pas forcément dans l'ordre. Je fais beaucoup de vidéos sur Nietzsche, mais je les fais pas consécutivement, donc il y a une vidéo sur Nietzsche, après il va y en avoir une sur Kant, et puis après une nouvelle sur Nietzsche, enfin vous voyez. Donc c'est pas forcément facile pour s'initier à la philosophie, je le reconnais. Alors un peu plus qu'introducteur, non, enfin est-ce que je me file une mission je prétends pas oui, changer le monde ou sauver le monde, hein. Par contre, enfin, un petit peu quand même, hein. C'est-à-dire qu'en vérité, si je m'intéresse à la philosophie, c'est que je pense que la philosophie peut changer le monde, ou peut au moins changer les personnes, et que forcément, quand je parle de philosophie, j'ai cette ambition-là. Mais vous voyez, c'est pas une ambition précise. J'ai pas une ambition je sais pas, de transformer les gens en athées, par exemple. Pas du tout. Alors là, ouais, alors, voilà, je suis athée, matérialiste et tout. Mais je pense qu'il y a des gens qui me regardent, qui ne sont ni athées ni matérialistes, et qui peuvent trouver un intérêt à mes vidéos. C'est plutôt une mission par rapport à la philosophie en tant que façon de penser, façon de réfléchir et exigence dans la pensée. Pour moi, la philosophie, si je devais qualifier la philosophie d'un mot, ça serait exigence. Ce qui fait d'ailleurs que je me désintéresse pas mal de la philosophie contemporaine actuelle, parce que je la trouve, enfin en tout cas la philosophie médiatique, les gens qu'on voit à la radio, enfin qu'on entend à la radio, même sur France Culture, je les trouve souvent pas assez exigeants. Voilà, donc moi, ma vision de la philosophie, c'est l'exigence de la pensée, la rigueur. Mais c'est pareil, je suis comme ça. Donc je m'intéresse à la philosophie qui est un peu comme moi. Alors on revient à Vivi Flowers. Euh, c'est pour ça que je vous avais dit, j'avais un peu réarrangé les questions. Donc là, c'est une question récente, hein. Quels sont vos projets ou objectifs à atteindre s'il y en a? Alors, objectifs à atteindre, j'en ai pas. Euh, pour une bonne raison, c'est que
enfin pour une bonne raison, c'est pas la seule, mais ma chaîne n'est pas monétisée, comme on dit. C'est-à-dire, je ne gagne pas d'argent avec ma chaîne YouTube. Euh, parce que, parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. J'ai cette chance-là. Enfin, maintenant, je suis à la retraite, donc voilà, j'ai une retraite qui me permet de vivre. Et puis, vu mon nombre d'abonnés et de vues, je gagnerais 3 fois rien sur YouTube. C'est-à-dire, je vous imposerais plus de pubs encore euh, pour gagner, je sais pas, j'en sais trop rien, mais peut-être 10 euros par mois, vous voyez. Donc, je pense que ça n'en vaut pas le coup. Et puis je crains que quand on est monétisé, forcément, il faut que ça marche. Donc, finalement, on va donner au public ce qu'il attend. Hein, c'est un peu le propre du commerce, en fait. Donc, j'ai l'impression que j'y perdrai un peu de liberté. Je sais pas. En tout cas, voilà, j'en ai pas besoin, donc je le fais pas. Donc, je me fixe pas d'objectif. Mon objectif, c'est évidemment, je suis content quand il y a une vidéo qui marche. Voilà. Ça, c'est évident, parce que, par exemple, la dernière vidéo sur l'épistémologie, elle m'a réclamé quand même pas mal de travail. Bon, bah, quand ça marche, ça fait plaisir. Il y a des vidéos qui m'ont demandé aussi beaucoup de travail, qui marchent pas, ça fait pas plaisir. Voilà. Donc voilà. Est-ce que j'ai des projets euh, un petit peu, plutôt peut-être de développer des entretiens. Voilà. Et puis éventuellement des entretiens avec d'ailleurs avec des gens. J'aimerais bien peut-être faire ça, ça fait partie un peu ou des objectifs ou des projets, mais faire des espèces de café philo en ligne. J'en ai fait beaucoup pendant le confinement de la Covid. Euh, voilà. Et éventuellement organiser des espèces d'ateliers philo avec les abonnés, ou même pas abonnés. Je fais pas de. Encore une fois, comme c'est pas monétisé, moi je fais pas de différence. Si ce genre de choses vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On verra comment on peut organiser ça. Ça m'intéresserait. Je suis très impliqué dans le mouvement des cafés philo. Donc, en fait, tout ce qui concerne enfin, l'échange philosophique m'intéresse, évidemment. Alors, vos sujets préférés ou domaines de prédilection? Alors, en gros, mes domaines, c'est à peu près tout, sauf l'esthétique. Je ne suis pas très intéressé par l'esthétique. Ce qui ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à l'art, mais pas sous l'angle de la philosophie. Je ne trouve pas ça très intéressant. Euh, voilà, après, je ne m'intéresse pas énormément à l'éthique, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que mes deux philosophes préférés, qui sont Aristote et Nietzsche, justement, je les aime pour leur éthique. Donc, vous voyez. Mais l'éthique en général m'intéresse pas tellement. Peut-être parce que justement, j'ai j'ai ce qui me convient avec Aristote et Bergson, ce qui ne veut pas dire que j'en lis pas d'autres. Hein. J'ai lu du Bergson que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, mais après, voilà, je m'intéresse à peu près à tous les domaines philosophiques, sauf l'esthétique. Les auteurs préférés, je les ai cités, c'est Aristote et Nietzsche. À travers Nietzsche, c'est toute la philosophie tragique qui m'intéresse. Hein. Alors j'ai consacré plusieurs vidéos à Nietzsche. J'ai consacré un entretien avec Santiago Espinosa donc sur Clément Rosset, qui est aussi un philosophe tragique. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la philosophie tragique au début de ma chaîne. Dont j'étais assez content du titre. Hein. La philosophie, c'était la souffrance sans le mal. Euh, mal, M-A-L. Bon, cette vidéo marche pas très bien, vous voyez, voilà, ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a des fois des vidéos qui marchent pas, pourtant on les aime bien, mais celle-là je l'aimais bien. Mais donc j'aime beaucoup la philosophie tragique. Et puis un sujet qui est un peu plus récent dans mes domaines d'intérêt, mais que je vais beaucoup développer sur ma chaîne, c'est la pensée complexe, puisque je pense que c'est vraiment quelque chose de très important qui explique beaucoup de choses dans notre monde et qui explique même certaines positions qu'ont eues certains philosophes.
Par exemple, quand Aristote dit que ni l'éthique ni la politique ne sont des sujets scientifiques, on va dire. Je simplifie sa pensée là-dessus, mais c'est parce que ce sont des domaines qui sont liés justement à la complexité. Bon, alors, Aristote n'avait pas la, la notion de complexité, mais je dirais qu'il en avait l'intuition. Et justement, il se rendait bien compte que la science ne permet pas directement de faire de l'éthique et de la politique. Donc c'est vraiment un sujet que je vais développer sous plusieurs aspects, cette notion de complexité, parce qu'elle me semble centrale. Si je reprends par exemple, je ne vais pas développer trop, hein, mais euh, l'écologie par exemple, euh, les systèmes les systèmes du vivant, enfin je cherche un mot là, mais un écosystème, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un écosystème, c'est un système complexe. Donc on ne peut pas comprendre comment fonctionne un écosystème si on n'a pas la notion de complexité. Sinon, il y a des choses qui nous échappent. Voilà. Euh, voilà, j'en dis pas plus, mais c'est des choses que je développerai plus tard dans d'autres vidéos. Ah oui, alors là, une question qu'on me pose souvent, alors qu'on m'a pas posée là, ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur mon site, mais euh, qu'on m'a souvent posée dans mes cafés philo. Vous savez, dans les cafés philo, souvent, enfin en particulier à Paris, j'en anime un à l'entrepôt, là, à Ménilmontant, et on se voit avant, c'est vraiment dans un café, donc on se voit avant et après le café philo, on discute, et souvent les gens me demandent, mais comment est-ce que je lis la philosophie? Euh, alors, je lis la philosophie avec deux outils qui sont, je les ai là d'ailleurs, vous voyez, le stabilo et des post-it. Donc je mets des post-it comme marque-page, quoi, c'est des petits post-it comme ça. J'en ai partout des post-it comme ça. Dans mon bureau, j'en ai à plusieurs endroits, j'en ai dans toutes mes sacoches. Enfin bref, j'en ai partout. Dès que je veux lire, j'ai besoin de ça. Donc je surligne, après je mets un petit marque-page pour indiquer que il y a un passage intéressant à cet endroit-là. Euh, je lis surtout les textes philosophiques eux-mêmes. Euh, Par exemple, quand je lis, enfin si je veux si je veux m'intéresser à Kant, je vais lire Kant. Ce qui veut pas dire que je ne lis pas des ouvrages sur Kant ou sur Nietzsche, hein, sur tel ou tel auteur, mais je finis toujours par me référer au texte lui-même. Et c'est pour ça qu'entre autres, je lis beaucoup, quand je lis des livres sur un auteur, je prends des ouvrages universitaires parce qu'ils citent toujours les références. Voilà, quand ils disent quelque chose, quand ils disent, voilà, quand ils pensent ça, blabla, tac, vous avez des notes de bas de page avec des références qui vous renvoient à tel passage de la critique de la raison pure, ou de la faculté de juger, et moi je vais voir. Puis je vais lire un peu avant, un peu après, bref, donc je me sers de ces ouvrages universitaires comme des façons de sorte de table des matières, enfin, vous voyez, pour aller voir les textes d'origine. Euh, une petite anecdote à ce propos, je lisais un livre sur l'écologie qui disait quelque chose sur Francis Bacon, qu'il fallait violer la terre comme on viole une femme. Alors j'avais un peu étudié Francis Bacon et tout, je l'avais un peu lu, tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas... J'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Donc je l'ai je l'ai envoyé à l'auteur, je lui ai dit, mais non, mais Francis Bacon, il n'a jamais dit ça. Et là, il me dit, oui, mais tel auteur dit que Francis Bacon l'a dit. Je lui dis, bah peut-être, mais il ne l'a pas dit. Enfin, en tout cas, ou alors il faudrait me dire à quel endroit, vous voyez, mais si on ne dit pas à quel endroit, il y a des fois, il y a des choses. Il y a un cas qui est célèbre, hein, c'est Deleuze, quand il parle de Nietzsche, il fait certains contresens parce qu'il se basait sur des mauvaises sources, vous voyez. Donc maintenant, on sait que. Que Deleuze, bon, ben voilà, c'est pas qu'il est idiot, pas du tout. Mais il faut s'en méfier parce que, en fait, ces sources n'étaient pas bonnes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aller vérifier dans la source. Ça, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Parce que c'est quand même. Et éventuellement, je vais même parfois jusqu'à. Sur Nietzsche, ça je le fais, comparer des traductions.
Quand un passage me semble un petit peu... Je me dis, je suis pas sûr de comprendre, je vais voir d'autres traductions. Parce que malheureusement, je ne parle pas allemand. Ça, j'aimerais beaucoup parler allemand, parce que pour comprendre Kant ou Nietzsche, ça serait important. Mais je ne parle pas non plus le grec ancien, vous voyez. Alors, des fois, je le fais aussi sur Aristote, de comparer des traductions. Ça permet des fois de mieux comprendre, essayer de comprendre ce que voulait dire l'auteur. Oui. Alors c'est sûr que ça réclame pas mal de travail. Et puis autre chose que je fais quand je lis de la philo, j'applique un conseil qui avait été donné par Raphaël Enthoven, une fois il l'avait dit, et j'avais trouvé ça assez intéressant. Il avait dit, quand on lit Kant, bon, c'est un exemple, hein, il faut être kantien. C'est-à-dire, au moment où vous lisez un auteur, il faut être d'accord avec lui. Vous pouvez ne pas être d'accord après, mais au moment où vous le lisez, il faut être d'accord avec lui. C'est la, c'est la seule façon de vraiment comprendre ce qu'il pense. Sinon, vous êtes tout de suite dans une distance. Vous voyez, faut réduire la distance avec lui. Euh, donc, il faut être d'accord avec lui. Et alors, l'exercice le plus difficile, c'est d'utiliser son vocabulaire dans le sens où lui l'emploie. Ça, c'est fondamental. Euh, Par exemple, si je reprends l'exemple de Kant, euh, Kant, quand il parle d'intuition, ça a un certain sens. Quand Bergson parle d'intuition, ça a un sens complètement différent. Donc quand vous lisez Kant ou quand vous lisez Bergson, il faut avoir en tête la définition de l'intuition, par exemple, chez Kant ou chez Bergson. Et après, c'est intéressant de comparer les deux. Oui. Mais au moment où vous lisez, il faut vraiment se dire, voilà. Et puis alors vous-même, vous pouvez avoir une autre notion de l'intuition. Oui. Et donc, il faut faire attention à ça. Oui. C'est-à-dire que non seulement il faut être d'accord avec l'auteur, c'est-à-dire vraiment comprendre ce qu'il veut dire, mais avec ses mots à lui. Pas nos mots à nous, enfin pas le sens que nous on donne aux mots. Les mots sont les mêmes, bien sûr, mais le sens qu'on donne aux mots est différent. Et il faut accepter ça. Il ne faut pas se dire, non mais il a tort, l'intuition, c'est pas ce qu'il dit, c'est moi ce que je pense. Non, non, il l'utilise comme ça, c'est pas grave. Les sens, les mots sont polysémiques, donc ils peuvent avoir plusieurs sens. Vous voyez. Donc lui, il l'utilise dans un certain sens, c'est ce qu'il faut adopter. Donc voilà, voilà ma façon de lire la philo. Stabiloté, bon, en plus mes stabilos sont toujours mauves, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, parce que c'est la couleur des prêtres. Ça m'amuse de penser que la philosophie c'est une sorte de prêtrise. Voilà, mais ça c'est pas. Stabilo plus post-it, les textes, et puis donc être kantien quand on lit Kant, avec le vocabulaire de Kant. Hein. Et encore une fois, c'est vrai pour Kant, c'est vrai pour tous les auteurs. Hein. Alors, une autre question de Philippe Fouché, qui est quelqu'un qui fréquente l'un de mes cafés philo. Comme Kent Clark, euh, comment fais-tu en tant que scientifique pour mettre ton costume de Nietzschéen? Alors là, donc on voit, Philippe pense qu'il y a une opposition entre être scientifique et être Nietzschéen. Je suis pas sûr que ça soit. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai qu'il y a cette opposition. C'est-à-dire que à plusieurs reprises, Nietzsche se positionne comme un homme de connaissance. Par exemple, je l'avais fait remarquer dans ma vidéo sur la généalogie de la morale. Au tout début de la généalogie de la morale, il dit nous les hommes de connaissance, etc. Donc il se positionne comme un homme de connaissance. Il dit même dans un aphorisme du Gai Savoir, je crois, il dit quelque chose, alors je cite de mémoire, hein, mais la connaissance aurait bien peu d'intérêt si elle ne permettait sur son chemin de vaincre tant de pudeur. Donc pour Nietzsche, la connaissance, c'est ce qui va remettre en cause nos préjugés aussi, vous voyez. Donc, donc il n'est pas contre la connaissance. Je pense que quand Nietzsche critique la science, parce qu'il le fait, il dit même, juste pour finir, il dit qu'on va perdre le goût du vrai. D'ailleurs, c'est un texte que Étienne Klein cite assez souvent. Donc pour Nietzsche, c'est important le goût du vrai. Euh, donc rechercher le vrai, etc. Euh, je pense, et donc il critique malgré tout assez souvent la science, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait étudier de près, mais je pense que quand il critique la science, il critique le scientisme.
C'est un peu ce que je disais au tout début de ma vidéo. Il y a des gens qui veulent tout expliquer par la science. Euh, Or, il y a des choses qui échappent encore au domaine de la science. Et en particulier quand les choses sont complexes. Et en particulier, par exemple, la politique. Euh, donc il y a des gens qui pensent que la science nous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut penser, mais non, c'est pas vrai. La science nous aide à penser, attention, hein, je ne suis pas en train de rejeter la science, et Nietzsche ne rejette pas la science. Mais il faut faire attention au scientisme. Et je pense que c'est ça que Nietzsche critique dans la science. Mais il faudrait travailler le sujet. Donc moi en tout cas, pour l'instant, je le prends comme ça. Et donc je n'ai pas de mal à me sentir à la fois scientifique, enfin passionné par la science, hein, et je revais mon costume de Nietzschéen. Voilà. Alors, autre question de Philippe, il me dit toujours un peu, c'est un peu le même sujet, mais par-delà le bien et le mal, hein, tout à fait, il faut toujours se situer par-delà bien et mal, et la question de la vérité, Donald Trump est-il notre héros nietzschéen? Alors, je ne sais pas pourquoi Donald Trump pourrait être un héros nietzschéen. En tout cas, je pense que non. Euh, pour une bonne raison, c'est que je pense que Trump n'est pas probe. La probité, Nietzsche la qualifie comme la dernière vertu des esprits libres. Vous voyez, les esprits libres se débarrassent de toutes les vertus classiques que veut nous imposer la morale chrétienne ou des morales religieuses ou quelques d'autres morales d'ailleurs, hein. Toutes les morales ne sont pas religieuses. Donc Nietzsche nous recommande de nous débarrasser de ces morales, hein, et de leurs valeurs, pour créer nos propres valeurs. Le surhumain, c'est celui qui crée ses propres valeurs. Mais on en garde une, c'est la probité. Donc une espèce d'honnêteté intellectuelle, en fait, hein. Et donc, je pense que Trump ne me paraît pas très probe. Voilà, même pas du tout. On se souvient que on avait beaucoup parlé de Nietzsche quand la chargée de communication de Donald Trump, lors de son premier mandat et de la cérémonie d'ouverture, enfin d'investiture plutôt, euh, Trump avait dit qu'il y avait 1 million de participants. Je crois qu'il y en avait beaucoup moins, peut-être 100 000, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et sa chargée de communication avait dit oui, c'est une vérité alternative. Et on avait dit, ah oui, ça c'est du Nietzsche, parce que pour Nietzsche, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Je suis d'accord avec ça. Mais s'il y a 100 000 personnes, comment pouvez-vous interpréter ça comme il y a 1 million de personnes? C'est pas une interprétation, ça, c'est un mensonge. Vous voyez. Un mensonge n'est pas une interprétation. Trump, on le sait, il ment beaucoup. Donc, il veut nous tromper. Mais quelqu'un qui veut nous tromper, c'est quelqu'un qui n'est pas dans ses valeurs à lui, en fait. Il est faible. Euh, Trump, d'un point de vue... D'ailleurs, je pense qu'aucun homme politique n'est vraiment un héros nietzschéen. Euh, de Gaulle, peut-être, par moment. Mais c'est très difficile, quoi, vous voyez, de concilier la politique et le nietzschéisme. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Je trouve ça très amusant que tout le monde se réclame de... Enfin, tout le monde, pas tout le monde se réclame de Nietzsche, mais vous avez des gens de gauche qui se réclament de Nietzsche, des gens de droite qui se réclament de Nietzsche. Je trouve ça très amusant. Et je ferai sans doute une vidéo là-dessus pour essayer d'analyser la relation que Nietzsche avait avec la politique. Donc je ne pense pas que Donald Trump est notre héros nietzschéen. Euh, voilà. Non, il ment trop, il n'est pas probe, il n'est pas... Non, non, non. Je crois même que c'est pas un héros tout court. Alors, d'autres questions. Deux autres questions, d'ailleurs, c'est les deux dernières. D'Alain Taillon. Alors, c'est un vieux compagnon, enfin un ancien compagnon, vieux, mais un ancien compagnon du Café Philo des Phares. Question pour un matérialiste féru d'épistémologie et de systèmes complexes. Comment appréhender en 2024 le concept de conscience? Eh bien, j'en sais rien. C'est-à-dire, je pense que la conscience,
c'est quelque chose d'un peu mystérieux, pour l'instant. Les neuropsychologues, il y a même un philosophe ou un... Je sais plus, en tout cas, il y a un Américain qui dit c'est le hard problem, hein, le problème vraiment difficile, quoi. Vraiment difficile. Donc il y a plusieurs hypothèses. J'avais lu un livre d'Antonio Damasio, pas l'auteur de science-fiction, mais un Américain d'origine portugaise d'ailleurs, qui est un neuropsychologue que j'aime bien et qui avait écrit un livre sur la conscience, je me souviens plus du titre, et dans lequel, en gros, sa thèse c'était que c'est une sorte de perception de la perception. C'est-à-dire qu'on perçoit des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, une, une- une pellicule, enfin, ou maintenant un capteur photo, il va percevoir l'image. Mais il ne se rend pas compte qu'il perçoit l'image. Donc il ne perçoit pas sa perception, vous voyez. C'est un peu l'idée. Euh, je trouve cette idée intéressante. Mais malgré tout, on se demande toujours quand même qu'est-ce qui fait que, vous voyez, c'est assez bizarre. Je reconnais que la conscience, c'est un sujet, j'ai pas d'interprétation, j'ai pas d'explication. C'est probablement, enfin là, c'est les scientifiques un jour hein, qui finiront par la trouver. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il il pose la question à un matérialiste. Ce qui veut dire, alors là, je vais pouvoir répondre un peu plus, comme si je n'étais pas matérialiste, j'aurais une explication sur la conscience. C'est-à-dire si j'étais pas matérialiste, c'est-à-dire si j'étais dualiste. En l'occurrence, si je croyais en un esprit détaché de la matière, du corps. Euh, mais en fait, je trouve que ça, cette explication, pour moi, le dualisme n'explique rien. Alors, il peut expliquer des choses, mais en fait, il repose d'autres questions. Et la question qu'il pose, qui se pose toujours au dualisme, c'est mais comment l'esprit, s'il est d'une nature immatérielle, peut communiquer avec le corps qui est matériel? Si mon esprit décide que je dois lever le bras gauche, alors je lève le bras gauche. Mais comment l'esprit immatériel peut commander à mon corps de lever le bras gauche? Vous voyez, comment se fait la communication? Et comment, quand mon corps perçoit quelque chose, mon esprit va être tenu au courant de ce que mon corps vient de percevoir. Vous voyez, donc pour moi, le problème du dualisme, c'est la communication entre l'esprit et le corps. Ça, c'est, je ne sais pas comment ils résolvent, comment ils pensent ça. Donc j'aurais une question, là c'est une question pour un matérialiste, ben, je pose une question au dualiste. Comment l'esprit communique-t-il avec le corps? Voilà. Voilà. Et alors une sous-question provocatrice, j'aime ça. Est-ce que neurosciences et IA générative pourraient se rejoindre? La réponse est oui. Alors, IA générative, bon, moi je dois avouer que... Alors, je suis impressionné par ce qu'ils font, je dois avouer. Là, aujourd'hui, j'ai vu passer sur Facebook une vidéo où on simule, euh, enfin, comment dire, des hommes politiques qui parlent du reggae. Alors, j'en ai vu deux d'ailleurs. Il y en a une, on voit des hommes politiques dans un groupe de hard rock, et puis l'autre qui est, on voit des hommes politiques parler du reggae, c'est très drôle d'ailleurs. Celle sur le reggae est vraiment très drôle. Euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant d'arriver à générer ça. Franchement, bon, bravo. Euh, mais par exemple, si je prends ChatGPT, je me suis amusé un jour, quand je faisais la vidéo sur le scepticisme, à un moment donné, je me suis dit, bon, comment je la fais, machin. Puis j'ai dit, tiens, je vais demander à ChatGPT de me générer un script sur le scepticisme, pour voir ce que ça donnait et tout. Mais j'ai trouvé ça totalement inintéressant, donc il a fallu que je le fasse à la main quand même, hein, mon script. Parce que, en gros, quand vous regardez ChatGPT, d'ailleurs ça s'explique, hein, quand on regarde le fonctionnement, on peut comprendre qu'est-ce qu'il produit. Bah, sur les sujets, à chaque fois que j'ai posé des questions, moi en général c'était en philo, bah, je tombais en gros sur une fiche Wikipédia, quoi.
Donc autant aller voir directement dans Wikipédia, regarder 2, 3, 4 fiches Wikipédia sur un sujet donné, et par vous-même, vous ferez mieux que ChatGPT, enfin je trouve. Donc je ne suis pas impressionné par vous voyez, la puissance de ce que ça fait. Je suis impressionné qu'ils arrivent à produire des textes ou produire des images. D'ailleurs, ce qui est particulièrement impressionnant, c'est qu'il arrive à produire des textes sans faute d'orthographe, hein. C'est comme ça que vous reconnaissez facilement des textes générés par ChatGPT, hein. C'est un texte qui fait toute une page sans faute d'orthographe. Il y a une forte probabilité pour que ça soit ou un vieux ou une IA, hein. Je plaisante bien sûr. Par contre, la connexion entre neurosciences et IA en général, oui, bien sûr. Bien sûr que ça. Mais d'ailleurs, je pense que ça se fait déjà, hein. L'IA s'inspire des neurosciences et parfois les neurosciences vont peut-être chercher dans les techniques de l'IA des idées pour analyser le cerveau, hein. Souvenez-vous de ce que dit Kant, hein. On ne fait pas des observations neutres. Quand on observe, quand on fait une expérience en science, on cherche quelque chose. Vous voyez, on ne regarde pas comme ça, juste... non, donc on fait une hypothèse et on la vérifie par l'expérience. Donc, les chercheurs en biologie peuvent très bien aller chercher ce que fait l'IA pour essayer de voir si le cerveau fonctionne de la même façon. Vous voyez, ça marche dans les deux sens, à mon avis, hein. Donc oui, oui, bien sûr, là-dessus, moi, en tant que matérialiste, là, hein, je n'ai pas d'inconvénient à penser qu'on puisse simuler par un ordinateur ce que fait un cerveau. Euh, j'ai un problème, et ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, euh, c'est-à-dire que je pense que quand on parle d'intelligence et qu'on dit l'intelligence, avec l'intelligence artificielle, on veut simuler l'intelligence humaine, mais c'est l'intelligence de qui? Je vais prendre un exemple, deux personnes qui ont vécu à peu près au même moment, qui sont deux génies, Einstein et Picasso. Quand on veut simuler l'intelligence humaine, c'est l'intelligence d'Einstein ou l'intelligence de Picasso qu'on veut simuler? C'est pas du tout la même intelligence, c'est pas du tout la même forme d'esprit. Donc, et puis j'ai pris deux exemples, hein, mais en fait, vous pouvez en prendre, là j'ai pris deux génies de la même époque, mais vous pouvez en simuler, je sais pas moi, si on prend au XVIIIe siècle, vous voulez simuler l'intelligence de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, d'Alembert, enfin de qui? C'est pas la même, vous voyez? Donc, c'est peut-être un peu ça le problème de l'IA, c'est qu'elle est un peu trop monolithique. Elle veut simuler une intelligence un peu idéale, théorique, mais l'intelligence humaine, ce qui fait sa richesse, c'est justement que chaque intelligence est unique. C'est quelque chose dont je suis persuadé, qui est assez nietzschéen d'ailleurs comme idée, qui est assez spinoziste aussi d'ailleurs. Enfin voilà, c'est un sujet, d'ailleurs j'aimerais bien le développer avec quelqu'un qui travaille dans l'IA, j'ai quelques pistes, je vais essayer de faire ça. Donc voilà, donc la réponse est oui. Alors, alors il y a quand même juste pour finir, une petite différence entre le cerveau et les IA, c'est que le cerveau consomme 30 watts. On estime qu'en gros, un cerveau consomme 30 watts, ce qui est déjà beaucoup pour le corps humain d'ailleurs. Euh, les IA, elles consomment énormément, beaucoup plus de 30 watts. Donc, elles se rejoindront, mais pas pas de la même façon. Enfin, je veux dire, chacune a quand même ses caractéristiques. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette foire aux questions. J'espère que j'ai bien répondu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, sous la vidéo, hein, dans la section commentaires. Alors là, on me disait quel est le but de ma chaîne, hein, c'est vraiment ça, c'est d'échanger avec les gens, les participants, les spectateurs, enfin, je sais pas comment on dit, les gens qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions, comme ça me donnera l'occasion de faire une autre fac, hein, puis c'est un exercice que je trouve assez amusant.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.